Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bon week-end. On va faire un petit update au niveau des marchés US. Donc là, actuellement, nous sommes toujours donc dans le gros canal haussier. Personnellement, tant qu'on casse pas le bas de ce canal ici, qu'on vient retester quelques reprises pour des rebonds. Personnellement, je trouve qu'il n'y a pas de retournement majeur. Alors oui, on a eu quelques turbulences ces derniers jours causées par ce qui a été dit par la Fed au niveau de l'augmentation des taux. Personnellement, je ne suis pas vraiment surprise de leur prise de position, étant donné que les objectifs de la Fed étaient comment dire, d'atteindre le plein emploi comme en pré-Covid. Ben là, on peut constater que justement le taux d'emploi a quand même baissé de manière progressive grâce à la politique accommodante donc, de la Fed et qu'au mois de décembre, nous étions à 3,9%. Et donc, si je reviens sous 5 ans par exemple, la dernière fois qu'on est passé sous 4%, c'était en 2018. Donc là, actuellement, c'est un petit peu normal qu'on reprend en quelque sorte une activité au niveau comment dire, de la politique, essayer de modifier tout cela. Donc ça fait un an qu'on en parle. Donc ils ont fait cela d'une part pour ça, mais aussi parce que l'inflation est persistante et qu'ils s'attendent à ce qu'elle persiste plus longtemps que prévu. Donc par conséquent, qu'est-ce qui se passe? Bien évidemment, les taux 10 ans montent, parce que les taux 10 ans, c'est comment dire, un indicateur pardon, de, d'inflation. Donc, bien évidemment, le taux 10 ans a réagi à la hausse et donc le pire actif vraiment à maintenir lors des périodes d'inflation, c'est bien évidemment les obligations. Donc là, on a eu effectivement une grosse baisse des obligations. Cependant, les taux, une hausse des taux 10 ans n'impacte pas forcément tout sur le marché. Il impacte plus particulièrement le secteur technologique. Donc justement, on peut regarder un petit peu une augmentation des taux, quels sont les secteurs qui sont plus avantagés et les autres un peu plus, comment dire, touchés. Et justement, on peut voir que le secteur tech n'aime pas forcément la hausse des taux, pardon. Cependant, le secteur bancaire, tout ce qui est le secteur énergie aussi, comme on peut le constater ici, sont appréciés justement par la hausse des taux, comme on peut le voir, ça c'est le secteur énergie. Donc voilà. Donc ça, ce sont des secteurs qui sont favorables. Sinon, les secteurs non favorables, bien évidemment, le secteur technologique qui est plus attaqué. Donc c'est pour ça aussi que le Nasdaq est plus affecté que le S&P 500. D'ailleurs, au niveau du Nasdaq, on va un petit peu regarder. Là, actuellement, on n'a pas forcément fait de nouveau plus bas, plus bas. Ici, on a comme une ligne de tendance que il sera intéressant de voir. Alors, ça dépend où c'est qu'on prend le point. Hop. Donc là, oui, effectivement, si je le monte ici, là, on a, comment dire, on a cassé en dessous de la tendance. Cependant, ça peut être un fake breakout, donc il faut faire quand même assez attention à cela, parce que là, on peut voir que les taux 10 ans ont bougé de manière extrême et qu'il y a des probabilités à ce que ça stagne ou que ça retrace. D'ailleurs, on peut rajouter, par exemple, attendez, excusez-moi, hop, RSI, on va voir. Donc là, on peut voir, vous voyez qu'on est en zone de surachat au niveau du taux 10 ans, ce qui est un petit peu normal puisqu'on a eu une poussée assez drastique. Alors dans le passé, comme je disais, normalement, lorsque les taux 10 ans montent, c'est généralement plus favorable au niveau des marchés, jusqu'à une certaine limite, bien évidemment. Mais justement, on peut constater, par exemple, si je vais rajouter le S&P 500, hop, donc voilà. Donc là, on peut voir, par exemple, vous voyez ici, le S&P. Bon, ça, on va l'enlever. Hop, on va voir si on peut pas avoir quelque chose de mieux. Ok, donc là, vous voyez, par exemple, si on revient à cette époque ici, hop, vous voyez, le S&P 500, actuellement, il était, vous voyez, en correction. Ça, c'était donc au mois de septembre. Et le taux 10 ans était en train de partir. Donc ça démontrait un environnement risk-on. Et donc après, le taux, comment dire, le S&P 500 a rattrapé les taux. Parce que généralement, le plus gros marché, ce sont le marché donc obligataire et le marché equity suivent après le marché obligataire. Donc là, c'est pour ça qu'on a un écart et que après ça, on peut voir que justement le S&P 500 est allé rejoindre justement les taux, comme on peut constater ici. Vous voyez ici. Donc voilà, donc ça c'était une petite parenthèse. Il en est de même au niveau du Bitcoin par rapport à ça. Donc ça c'est une chose que je voulais démontrer, mais aussi je voulais montrer au niveau du S&P 500. Oups, on va enlever ça.
je voulais voir au niveau des taux. Donc là, par exemple, juste pour vous montrer le taux de la Fed, on va Federal Economy, voilà, on va le rajouter. Et on va rajouter aussi ce qu'on appelle donc là les actifs totaux de la Fed. Hop, voilà. Donc là, on va voir si on peut avoir quelque chose de bien ici. Et on va essayer de mettre ça comme ça par ici. Peut-être faire un petit... Donc là, vous avez en blanc, vous avez le S&P 500, en orange, vous avez les taux de la Fed, et en bleu, vous avez les actifs, donc le total actif au niveau des obligations, des bonds de la Fed. Donc là, on peut constater, comme j'avais expliqué dans mes anciennes vidéos, que les hausses de taux, les premières hausses ne sont pas celles qui vont forcément impacter le marché. On peut le voir, on peut le constater. Vous voyez, par rapport à ici, hop. Donc là, vous avez eu le début de la hausse des taux ici. Le marché a continué de monter. Donc avant l'annonce, vous voyez ici, on a eu quelques difficultés pendant une certaine période de temps. Ce n'était pas forcément un gros crash, c'était juste une période de consolidation, une grosse période de consolidation qui a duré un moment. Ensuite, on a eu l'augmentation des taux ici. Et comme vous pouvez constater, le S&P 500 a continué de monter. Là où vraiment le S&P 500 a été beaucoup plus volatile, c'est justement comme vous pouvez voir sur la courbe bleue. Donc là, vous pouvez voir, ce sont les actifs de la Fed. Quand ils ont commencé à réduire vraiment les actifs de la Fed, ça a été un petit peu plus mouvementé sur le S&P 500. Donc, il faut quand même constater ça. Là, pour l'instant, on a encore le tapering jusqu'à normalement février-mars. Ils sont supposés, je pense, arrêter vers le mois de mars. Donc là, on peut constater que justement le fait que toutes les injections qui ont été faites ici, là actuellement, continuent un tout petit peu. Et normalement, ils ont dit qu'ils commenceraient à réduire leurs actifs à partir de cet été. Donc les taux avant, ils vont commencer par les taux, probablement augmenter les taux ici, et ensuite ils vont passer justement sur cette courbe bleue, et celle-ci, quand elle va justement peut-être réduire, ça pourrait impacter donc le S&P 500 à ce moment-là. Donc ce qui sera intéressant de voir à ce moment-là, c'est aussi quelle est la politique qui va être menée au niveau des US, parce que on peut rappeler par exemple que justement ici, là, pendant 2016, il y a eu ce qu'on appelle des avantages des politiques fiscales avantageuses pour les entreprises, comme on avait baissé les taux corporatifs. Donc là, c'était quand même assez avantageux pour le S&P 500, justement, pour continuer de monter. Donc là, c'est vrai que quand ils vont commencer à augmenter les taux, il faut que la croissance reste robuste, ou qu'on ait, et bien évidemment, une politique aussi assez intéressante au niveau des US. Donc on va voir à ce niveau-là, à ce moment-là. Sinon, il était intéressant aussi de noter, par exemple, ici, nous avons un tableau avec, vous voyez ici, le nombre, parce que ce qui est intéressant pour cette année, c'est le nombre d'augmentations de taux qui va avoir lieu. Ce n'est pas forcément les premières qui vont avoir un gros impact, comme j'expliquais, mais c'est probablement le nombre de hausses qui va être produite pour contrôler l'inflation si elle est vraiment importante. Donc là, vous voyez, par exemple, le nombre de hausses à partir de 5 hausses par année, la fréquence est quand même assez comment dire, il n'y a pas beaucoup de fréquences, c'est pas arrivé beaucoup de fois. Donc là, après, on peut constater de toute manière que, par exemple, une hausse est arrivée quand même assez régulièrement, 0 hausse, c'est arrivé beaucoup plus régulièrement. Quand on commence à 2 hausses par année, c'est arrivé 6 fois, 3 hausses par année 5 fois, 4 fois, et vous voyez, ça réduit petit à petit. Donc on a eu une fois quand même 2 hausses dans l'année, non pardon, 7 hausses dans l'année 2 fois. Ça a été quand même assez négatif, parce que quand même 7 hausses dans l'année, c'est beaucoup. Et donc on peut constater que justement ici, la performance du S&P 500 était négative. Donc vous voyez, ça dépend aussi de l'économie, comment ça va, si la croissance suit justement au niveau de l'inflation. Parce que là, vous voyez, on a eu 4 hausses, mais on a eu 24% dans l'année. Ici, on a eu 5 hausses, on a eu 10% dans l'année. Donc ça dépend du reste. Ce n'est pas juste l'inflation, ça dépend aussi de l'économie en général, la croissance, si elle suit aussi. Donc ça faudra quand même vérifier. Mais on peut voir que d'une manière générale, ce n'est pas forcément très négatif, justement, si l'économie est en forte croissance. Donc je reviens aussi au niveau des taux 10 ans, ce qu'on regarde pour justement voir si il y a qui est un peu un indicateur d'inflation. Là, on peut voir qu'on a un canal quand même baissier
quand même depuis, en fait, depuis justement la- le gros cycle inflationniste 70-80. On voit qu'on a donc une baisse depuis et que là on a un gros canal. Personnellement, c'est vrai que si l'inflation est vraiment persistante et que là on casse ce canal aussi baissier ici, là ça risque d'être très problématique sur les marchés et je ne suis pas sûre que les marchés equity seraient très performants dans ces conditions-là. Parce que là on peut voir qu'une cassure justement de ces taux-là pourrait donc engendrer vraiment une surévaluation des marchés quand même très importante, parce qu'actuellement le marché est quand même en surévaluation, mais par rapport au marché des obligations, il n'est pas vraiment encore en surévaluation, vraiment pas aussi cher qu'on le pense. Donc là, c'est vrai que si les taux montent justement et qu'on casse ce canal baissier-là, ça risque d'être assez problématique à ce niveau-là. Donc ça, c'est à surveiller, mais pour l'instant, le fait qu'on aille vraiment tester le haut de ce canal-là, pour moi, est pas forcément quelque chose de surprenant, c'est dans la continuité des choses aussi. Et justement, si on commence à casser ce canal ici baissier, personnellement, j'irais pas mal dans l'or, hein, parce que justement, on reviendrait potentiellement dans un retournement un petit peu aussi au niveau des taux, même si vraiment ça serait catastrophique pour les marchés. Donc je ne sais pas si ils vont procéder comme ça au niveau de la Fed, on n'en est pas encore là. Mais justement, pendant cette période-là, on peut constater, vous voyez, que de 70 justement à 80, le gold était vraiment... Attendez, je vais juste rajouter, pour que ça soit plus clair, je vais rajouter le taux 10 ans. Hop, on va peut-être mettre ça sur 100. Voilà, hop. Ah oui, c'est vrai qu'on les a pas jusqu'à... Bon, bref, de toute manière, là, le taux de 10 ans, il montait justement pendant cette période-là, et le gold aussi. Sinon, par exemple, on peut voir aussi quelques compagnies américaines de pétrole, par exemple, parce que pendant les périodes très inflationnistes, le pétrole monte aussi, hein, parce que c'est généralement les commodités qui font monter donc l'inflation. Donc là, vous pouvez voir par exemple Chevron, c'est une grosse société justement d'énergie, et on peut voir entre 70 et 80 la grosse montée aussi. Donc là, il faudra juste, comment dire, si cela arrivait, euh, vraiment modifier le portefeuille en conséquence par rapport à ça. Donc là, on n'en est pas encore là, mais je me prépare, si vraiment on casse vraiment ce canal baissier ici, il faudra penser à faire une nouvelle allocation au niveau des marchés. Car pour l'instant, au niveau du Bitcoin, bon, ça fait quand même quoi? Ça va faire maintenant quand même plus d'une décennie qu'il est là, le Bitcoin. Cependant, on n'a pas encore, le Bitcoin n'a pas vécu vraiment ce qu'on dit que c'est un hedge contre inflation, mais on n'a pas vécu vraiment une grosse période inflationniste sur le Bitcoin. Là, vraiment, comme en 70-80 par exemple, où justement les taux augmentent de manière assez importante, on n'a pas eu une réaction du Bitcoin à ce niveau-là. Donc là, c'est vrai que le Bitcoin par rapport à la fiat monnaie est quand même un hedge, là ça a été prouvé les 10 dernières années. Cependant, contre une inflation vraiment beaucoup plus importante, on ne sait pas encore si par rapport au taux, le Bitcoin, qui est quand même assez corrélé au marché des actions, réagira aussi bien par une hausse des taux vraiment très importante. Donc ça aussi, il faudra surveiller ça, parce que là pour l'instant on reste dans une hausse régulière, mais si on casse ce canal justement ici, je ne sais pas si vraiment le Bitcoin va réagir très bien à cela, puisque on n'a pas encore vécu ce genre de situation-là, et que comme le Bitcoin est quand même corrélé pas mal par rapport au marché equity, et que pendant cette période-là de 70 à 80, le S&P 500 n'a pas fait grand-chose, hein, il est resté, il a, voyez, si on revient, hop, de 70 à 80, comme vous pouvez constater. Par exemple, je vais l'encadrer. Hop, non, pas ici. Ici. Hop. Je vais l'encadrer ici. Vous voyez, il n'a pas fait grand-chose. En 10 ans, il est resté dans cette zone de consolidation ici. Donc, c'est pour ça que, pour l'instant, c'est à voir. C'est encore à confirmer au niveau du Bitcoin. Donc, oui, ça reste quand même pour l'instant un hedge contre la monnaie fiat, hein, donc aussi de la monnaie de la Fed. Cependant, ça va être intéressant de voir si dans un cycle extrêmement inflationniste, justement le Bitcoin va bien réagir à ce niveau-là, comme en 70-80 par exemple. Donc voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Donc je vais faire une petite parenthèse quand même à court terme au niveau du Bitcoin. Donc là, on est tant qu'à faire, hein, hop, voilà.
Donc là, on est sur un point pivot quand même assez majeur, hein, comme vous pouvez constater. Hein. Ici, c'était un niveau de résistance qui est devenu un niveau support qu'on a cassé. Et finalement, c'est devenu de nouveau un nouveau support majeur. Hein. Donc un support ici, un support ici, un support ici et un support ici. Donc là, c'est vrai que si on continue de casser, bon là, on irait dans la zone ici, hein, donc dans la prochaine zone des 30 000. Hein. Ça, il y a une probabilité, à moins qu'on fasse un fake breakout, mais probabilité à ce qu'on rejoigne ici si on casse cette zone ici. Cependant, beaucoup disent que 2021 a été une continuation du bull run. Pour moi, 2021, ça n'a rien fait du tout, puisque si je souligne justement qu'est-ce que ça a fait en 2021, on est resté en quelque sorte dans cette zone ici de consolidation. Donc oui, on a essayé de faire un nouveau plus haut qu'on n'a pas forcément tenu très très longtemps, et on a réintégré vraiment cette zone de gros range ici. Pour moi, ça c'est une forte tendance, un fort bull run, hein, comme vous pouvez constater ici, ou comme ici par exemple. Voilà. Mais ça, c'est plus une zone de consolidation. Donc 2020 était bien, mais 2021, c'était pas forcément terrible. D'ailleurs, on a commencé pratiquement le début et la fin de l'année au même prix. Donc voilà. Et lorsqu'on faisait lors des bears, hein, comme on peut voir ici, vous voyez, généralement les bears étaient précédés par vraiment un climax, hein, et c'était direct, hein, vous voyez, comme ici. Là, on est vraiment dans une zone de consolidation. Peut-être que c'est un top qui se forme comme ça, une nouvelle forme de pattern sur le Bitcoin, mais généralement on peut constater que dans le passé les bear market ressemblaient plus à ça que à ça. Là, c'est plus une zone de consolidation. Donc dire que 2021 a profité au Bitcoin par rapport à la politique monétaire de la Fed, pas forcément. Je trouve pas forcément. euh, quand on regarde forcément le graphique. Donc voilà, donc ça c'était une petite mise à jour. Sinon c'est vrai que actuellement le Fear and Greed Index du Bitcoin est vraiment très bas. Là, le volume, si je le rajoute, hop, on va rajouter le volume, hop. Oups, non, c'était pas ça. Hop, excusez-moi. On va le rajouter ici, volume. Là, on peut constater justement que le volume baisse de plus en plus, comme ici, vous pouvez constater. Donc voilà, donc là pour l'instant, on commence à voir retester la zone de climax ici, avec moins de volume. Donc ça commence un petit peu à s'affaiblir, mais on surveille cette zone ici, justement des 40 000, hein, parce que si on la casse, on irait probablement sur les 30 000, à moins qu'on ait un fake breakout. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce et nous on se retrouve une prochaine fois.